La mer de Bering n'apparaît ni dans les brochures touristiques, ni dans les actualités relatant des attaques de navires par des pirates. Elle n'est pas non plus considérée comme dangereuse à cause d'une abondance de requins attaquant des plongeurs sans défense. La raison est simple, cette mer est bien trop rude et glaciale, aussi bien pour les touristes que pour les pirates. Il est pratiquement impensable que des plongeurs en quête d'aventure ou de paysages spectaculaires viennent dans la mer de Bering. Car dans ces eaux, sans combinaison étanche hautement isolante, on ne tient pas plus de 10 minutes avant de mourir de froid. Même les requins qui y vivent ne sont pas des espèces ordinaires, mais des variétés particulières qui apprécient le froid. Ou peut-être ne font-ils que le supporter. Cela, il faudrait leur demander pour en être sûr. Bonjour à tous. Alors, quelles sont concrètement les raisons qui font de cette mer du Grand Nord un endroit si dangereux ? Bienvenue sur Perduchan. Partons ensemble à la découverte. Géographie d'une mer aux confins du monde. Par exemple, pour voler de Bruxelles, en Europe, jusqu'à Anadyr, une ville située sur la côte ouest de la mer de Bering, il faudrait parcourir environ 7150 km. Cela dit, un tel vol reste purement théorique, car il n'existe en réalité aucun vol direct de ce type. Après tout, rares sont ceux qui se trouveraient une excuse pour se rendre depuis l'Europe lointaine, dans une ville isolée ne comptant qu'environ 15 000 habitants. Mais qu'en serait-il si l'on parlait de Vladivostok, en Russie, pour rejoindre Anadyr ? Même au sein d'un même État, près de la moitié du continent s'étend entre les deux, et la distance en ligne droite atteint tout de même 3600 à 3700 km. Une mer à ce point coupée des centres de civilisation est presque introuvable ailleurs dans le monde que dans la mer de Bering. De plus, aucune autre mer ne fait face à la fois à la partie orientale de l'Eurasie et à la partie occidentale des Amériques, tout en se situant à la frontière entre les deux océans, le Pacifique et l'Arctique. Cette mer, unique en son genre, se trouve entre l'Alaska et la péninsule Tchouktch, bordée au sud par les îles Aléoutiennes et reliée au nord à l'océan Arctique par le détroit de Bering. Entre environ 26 000 et 19 000 ans avant notre époque, au pic de la dernière période glaciaire, le niveau de la mer était inférieur de 100 à 120 mètres à celui d'aujourd'hui, et une vaste étendue de terre d'environ 4 millions de kilomètres carrés, appelée Beringia, s'étendait entre la Tchoukotka et l'Alaska. Grâce à cette terre émergée, une partie des populations autochtones de la Tchoukotka a pu traverser vers l'Alaska. Bien sûr, la notion même d'État n'existait pas encore à cette époque, mais en réalité, les humains migraient déjà d'Asie vers l'Amérique à la recherche de meilleures conditions de vie. Pourquoi cette migration à sens unique s'est produite à cette époque reste une question ouverte, que l'on ne peut qu'imaginer. Les chercheurs estiment qu'après le retrait progressif des glaciers, l'Alaska offrait un climat plus clément que la Tchoukotka, une faune plus abondante, et donc des conditions de vie réellement plus favorables. En revanche, les déplacements des animaux sauvages semblent avoir été presque symétriques. Des mammouths, des bisons, des chevaux et des cervidés ont migré d'Asie vers l'Amérique, tandis que certaines espèces de cervidés et de bisons ont effectué le trajet inverse, accompagnés de loups, d'ours bruns, de tigres à dents de sabre et de lions des cavernes. Mais tout cela appartient à un passé lointain. Il y a environ 10 000 ans, la mer de Bering a pris une forme très proche de celle que nous lui connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, sa superficie atteint environ 2,3 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait l'une des plus vastes mers de la planète. Sa profondeur moyenne est également très importante, atteignant 1600 mètres. De plus, la courbe bathymétrique des 200 mètres la divise clairement en deux zones d'envergure comparables, une région profonde au sud-ouest et une région peu profonde au nord-est. La profondeur maximale, mesurée dans la partie méridionale, atteint 4151 mètres. Cette immense étendue, sa géographie singulière et ses fortes variations de profondeur engendrent des conditions météorologiques extrêmement sévères et imprévisibles. Une mer à la frontière des climats. En réalité, le danger principal de la mer de Bering réside précisément dans son climat. Tous les autres risques ne sont que des conséquences dérivées de ces conditions extrêmes. En effet, au-dessus de la mer de Bering, les masses d'air glacial venues de l'Arctique entrent en collision avec des flux plus chauds et humides
provenant du Pacifique. Et ce choc, loin d'être paisible, engendre de fréquentes dépressions, de violents écarts de température, ainsi que des vents puissants capables de se transformer en tempêtes prolongées. En termes de durée des tempêtes et des vents violents, seul le passage de Drake, situé à l'opposé du globe, peut réellement rivaliser avec la mer de Bering. La période la plus dangereuse reste l'hiver, généralement de novembre à mars, lorsque la mer devient particulièrement agitée. À cette époque, la vitesse du vent peut atteindre des valeurs extrêmes de 30 à 40 mètres par seconde, tandis que la hauteur des vagues peut s'élever entre 10 et 15 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 3 à 5 étages. De telles vagues sont capables de briser même les navires les plus modernes, comme de simples morceaux de bois. Et de tels accidents sont loin d'être rares. Lorsque la coque se recouvre de glace, le poids du navire augmente considérablement. Il devient impossible à manœuvrer et il finit par être ballotté comme un jouet par les vagues déchaînées avant de sombrer. De plus, lorsque la température chute brutalement et qu'un air saturé d'humidité afflue soudainement, le givrage progresse en un instant, rendant le navire totalement incontrôlable. Pour briser la glace avant que le navire ne chavire, il faut des efforts presque surhumains de la part de l'équipage. Mais la mer de Bering change d'humeur avec une rapidité telle qu'elle ne laisse parfois même pas le temps aux marins de réagir. Dans ces conditions, une issue tragique devient presque inévitable. La glace. Contrairement à de nombreuses mers sur Terre, la mer de Bering gèle partiellement chaque hiver, sans exception. Bien que l'on parle depuis longtemps du réchauffement climatique, cette règle immuable n'a pas changé. S'il y a bien une chose qui a évolué sous son influence, c'est seulement que la période de formation des glaces s'est légèrement raccourcie. Malgré cela, dans les zones peu profondes du nord-est, la glace peut commencer à se former dès le mois de septembre, et selon les endroits, des blocs de glace peuvent même subsister jusqu'au mois d'août de l'année suivante. Certes, au sud de l'isobate des 200 mètres, la saison des glaces est nettement plus courte, mais cela n'élimine en rien la menace des blocs de glace dangereux qui y dérivent. La véritable menace ne vient pas de la banquise immobile qui recouvre la surface, mais des plaques dérivantes, des bourrelets de glace et des énormes blocs en mouvement. La glace en mouvement engendre un double danger. Premièrement, elle peut endommager la coque du navire et, dans des cas les plus graves, atteindre même les hélices. Deuxièmement, les glaces dérivantes peuvent coincer un navire en le prenant en étau avec les vagues de tempête, le piégeant sans échappatoire. Il arrive aussi qu'un navire se retrouve soudainement prisonnier d'une épaisse banquise, ne laissant plus qu'à espérer que la structure du bâtiment résiste et que les pressions de la glace ne le brisent pas. Un cas particulièrement fréquent se produit lorsque de vastes étendues de glace fixées au rivage se détachent soudainement et viennent percuter les navires. Poussée par le vent, cette masse de glace se rapproche, rattrape le navire, puis finit par l'écraser. Face à ce type de glace, même les brise-glaces peuvent parfois se révéler impuissants. L'eau glaciale. Comme vous pouvez le constater, dans l'environnement cauchemardesque de la mer de Bering, même les marins les plus expérimentés, à bord des navires les plus modernes, peuvent être projetés à la mer. Il n'existe tout simplement pas de navire insubmersible dans la mer de Bering. Et bien sûr, tomber à l'eau dans la mer de Bering n'a absolument rien de comparable avec une chute en mer Méditerranée ou dans les Caraïbes. Dans les mers chaudes, nous avons souvent entendu des récits de naufragés ayant attendu des heures, voire des jours, avant d'être secourus. Mais la mer de Bering n'accorde aucun délai de ce genre. En réalité, dès l'instant où l'on tombe dans ces eaux, ce ne sont pas des heures qui comptent, mais les toutes premières minutes qui deviennent fatales. Car même en été, la température de l'eau dépasse rarement les 8 degrés Celsius, tandis qu'en hiver, elle descend à environ moins 1,5 degrés dans le nord et atteint tout au plus 3 degrés dans le sud. Pour précision, l'eau de mer gèle entre moins 1,8 et moins 1,9 degrés. Dans de telles conditions, même un gilet de sauvetage devient presque inutile. La mort peut survenir en quelques minutes seulement. La cause principale n'est pas l'hypothermie elle-même, mais le choc thermique et les troubles respiratoires soudains provoqués par l'eau glaciale. Même si la côte semble toute proche, une chute dans ces eaux gelées ne laisse aux naufragés pratiquement aucune chance de survie dans la mer de Bering. Une mer qui prend des vies. Pour être honnête,
Chacune des conditions extrêmes propres à la mer de Bering, prises isolément, n'a rien d'exceptionnel. Dire que la mer n'épargne pas les plus faibles n'est d'ailleurs pas totalement faux. Sur l'immensité de l'océan, il n'est guère surprenant que le danger puisse surgir de n'importe où. Ce qui rend la mer de Bering si particulière, c'est que tous les dangers maritimes s'y concentrent, et sa terrible réputation de mer la plus dangereuse du monde est gravée par le sang des centaines, voire des milliers de marins qui y ont perdu la vie. Examinons maintenant quelques exemples concrets survenus ces dernières années. Le naufrage du chalutier Arctic Rose, 2001. Ce chalutier de pêche américain semblait s'être volatilisé en mer, comme s'il n'avait jamais laissé la moindre trace. Le dernier message radio était reçu en avril 2001, alors que le navire pêchait des poissons de fond près des îles Pribilof. 15 membres d'équipage se trouvaient à bord. Les débris du navire n'ont été localisés que grâce à l'activation de la balise de détresse automatique embarquée, qui signalait que le navire se trouvait déjà sous l'eau. Cependant, aucun appel de détresse n'a jamais été émis par l'équipage. On a découvert par la suite qu'il n'y avait eu ni le temps, ni la possibilité, ni même quelqu'un en mesure d'envoyer un tel message. Le seul corps récupéré en mer fut celui du capitaine, David Rundall, vêtu de son gilet de sauvetage. Aucun des autres membres d'équipage n'a été retrouvé. L'état de l'épave, découverte à une profondeur de 130 mètres, a conduit la commission d'enquête à conclure que le naufrage s'était produit en seulement 1 minute 30 à 2 minutes 40. La cause de ce naufrage fulgurant fut une vague gigantesque qui a submergé la poupe, envahi le navire et provoqué son chavirement après l'inondation de tous les compartiments. L'accident du crabier Scandace Rose, 2019. Cet accident maritime s'est produit le 31 décembre 2019. On pourrait presque croire que la mer elle-même avait décidé de faire passer la nouvelle année 2020 à l'équipage du crabier à sa manière. Ce navire, avec 7 hommes à bord, pêchait le crabe près de l'île de Sutwick, au large de l'Alaska, lorsqu'il a été pris dans une tempête d'une violence extrême. Cette fois, l'équipage a réussi à envoyer un signal de détresse, ce qui a permis de sauver 2 marins. Ils ont survécu presque miraculeusement, tenant 4 heures sur un radeau de sauvetage avant d'être secourus. Selon l'enquête, l'accident a été déclenché par l'accumulation de glace sur les casiers à crabes, puis par le givrage du pont, qui a provoqué l'inclinaison du navire avant son chavirement final. À peine 3 heures se sont écoulées entre le début du givrage et le retournement du bateau. C'est sans doute ce court laps de temps qui a permis aux marins de mettre en place un plan B. Le navire de pêche Barbarossa. En 1991, ce navire quitta l'Alaska avant de disparaître sans laisser la moindre trace, près de l'île de Saint-Georges. Son départ avait bien été signalé aux gardes-côtes américains, mais toute communication s'est ensuite interrompue brusquement. Malgré les recherches, aucun corps ni aucun débris n'a été retrouvé. Parmi les causes possibles de cette disparition soudaine, on évoque un chavirement dû à une tempête, une défaillance mécanique ou encore une erreur de navigation. Mais ce qui a le plus terrifié les marins, c'est la démonstration brutale du pouvoir de la mer de Bering à faire disparaître navires et hommes sans laisser la moindre trace, comme si rien ne s'était jamais produit. Pour prendre pleinement la mesure du danger que représente cette mer, il suffit de se tourner vers les statistiques officielles. Par exemple, selon les données du CDC et du NIOSH aux États-Unis, de la fin du XXe siècle au début du XXIe, la mer de Bering figurait constamment parmi les zones de pêche commerciale les plus meurtrières au monde. Le taux de mortalité le plus élevé concerne en particulier les travailleurs de la pêche au crabe. Pour comparer les risques entre différents secteurs, on utilise un indicateur appelé taux de mortalité, qui correspond au nombre de décès annuels pour 100 000 personnes. Entre 2000 et 2009, le taux de mortalité dans la pêche au crabe en mer de Bering atteignait environ 250 décès par an pour 100 000 personnes. À titre de comparaison, sur la même période, le taux moyen pour l'ensemble des travailleurs américains était d'environ 4 et d'environ 100 pour l'ensemble du secteur de la pêche commerciale. Comme vous pouvez le constater, la pêche commerciale est déjà une profession extrêmement dangereuse, mais la pêche au crabe en mer de Bering se distingue de très loin par son niveau de mortalité. Ainsi, la mer de Bering nous rappelle avec force saisissante
qu'en dépit de notre époque moderne et hautement équipée, l'être humain reste profondément vulnérable et fragile face à la nature. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager. Merci de votre attention. Nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!